tous, bienvenue dans cette émission de TV Finance. Les 20 pays de l'Union européenne étaient appelés aux urnes ce dimanche pour élire leurs députés au Parlement de Strasbourg. Si le PPE, Parti populaire européen des chrétiens démocrates, devrait rester la principale force au Parlement européen, le scrutin a confirmé une nette percée des partis nationalistes eurosceptiques. La liste menée par Jordan Bardella devance largement celle soutenue par Emmanuel Macron, menée par Valérie Hayé. Et on se demande quelle est la situation économique en Europe au lendemain de ces élections européennes. Et j'ai la chance de recevoir Christian de Boissieu, professeur émérite d'économie. Christian de Boissieu, bonjour. Bonjour. Quel plaisir de vous retrouver. C'est vrai que ce contexte est particulièrement original. Après une croissance atone de 0,5% pour l'Union européenne, Bruxelles n'attend plus que pour 2024 une croissance de 0,9% pour l'Union européenne. Et puis, ces changements électoraux, peut-être institutionnels, qui changent également la donne. La bourse a un petit peu réagi en ce début de semaine. D'abord, bonjour. Bonjour. Bon, 27 pays de l'Union européenne, 20 dans la zone euro, mais on parle des 27. C'est trop tôt pour savoir les conséquences. Bon, par exemple, est-ce que Madame von der Leyen va être reconduite ? Il y a un gros point d'interrogation. De toute façon, il va y avoir pas mal de changements, à mon avis, dans les commissaires, dans la gouvernance de l'Europe. Et pas uniquement à cause de la montée de l'extrême droite, des populismes, etc. Il y aurait de toute façon eu des changements. Bon, là, ils vont peut-être être plus importants. Alors, la situation économique, pour l'instant, elle est la même que ce qu'elle était avant-hier. Absolument. Avant-hier, on avait prévu de faire un point, justement. Voilà, elle n'avait pas le temps de changer. Bon, moi, ce qui me frappe, c'est que l'Europe est quand même une zone de basse pression, du point de vue de la croissance. Vous donniez des chiffres. Je veux dire, cette année, en moyenne, on n'est même pas sûr d'atteindre, dans les 27, je dis en moyenne, dans l'Union européenne, 1% de croissance. Et quand vous regardez les perspectives du FMI ou des autres institutions, l'année prochaine, en 2025, ça devrait s'améliorer un peu, mais par rapport aux États-Unis, qui caracolent du point de vue de la croissance, par rapport à la Chine, qui ralentit, certes, mais qui reste à des niveaux élevés, nous sommes clairement la zone de basse pression. Et puis, deuxième point, pour ne pas être trop long... vous êtes là pour parler, ouais, allez-y, Christian. Mais ce qui me navre un peu, c'est aussi la géopolitique. En tant qu'économiste, je sépare de moins en moins les moments où je fais de l'économie, les moments où je fais de la géopolitique. Pour aborder le monde d'aujourd'hui, il faut vraiment travailler à l'articulation des deux. Et l'Europe est quand même assez absente des lignes de conflits et de fractures qui dirigent l'économie mondiale. Je veux dire, l'économie mondiale, elle est aujourd'hui organisée autour du conflit Est-Ouest, Chine et États-Unis, et elle s'organise de plus en plus en même temps autour d'un conflit Nord-Sud avec la montée du Sud global, les pays émergents, les BRICS, etc., qui contestent la domination américaine, qui contestent le rôle du dollar. Et dans ces conflits Est-Ouest et Nord-Sud, je trouve que l'Europe est absente. Alors certes, nous sommes en Ukraine, si je puis dire, pas directement, heureusement, mais nous sommes en Ukraine à travers les livraisons d'armes, etc. Et vous savez que M. Macron est très vigilant là-dessus et pousse un peu les feux des Européens pour que nous aidions l'Ukraine pour éviter la victoire là aussi. Mais même si l'Europe est indirectement en Ukraine, je répète, nous sommes absents de ces lignes de force de l'économie mondiale, de force et de faiblesse. Et c'est vrai qu'il faut se soucier de l'équilibre des finances, mais depuis notamment Maastricht, le rétablissement des finances publiques reste cardinal. Est-ce que, en se focalisant sur ce rétablissement des finances publiques, on n'a pas risqué effectivement de ce côté-ci de l'Europe d'avoir du mal à relever les défis mondiaux et à s'adapter à cette situation géostratégique que vous citez, parce qu'il faut des plans de relance, il y a des efforts de décarbonation à faire, et à force de rester collé sur des critères effectivement de finances publiques, est-ce qu'on ne se tire pas un petit peu remarquez, entre nous, on n'est pas resté tellement collés. Je veux dire, quand vous avez le ratio de dette publique à 111% en France, alors que la norme européenne était à 60%, on va avoir du mal à revenir à 3% de déficit public. Standard & Poor's
a réduit d'un cran la note de la France sur cet argument en disant que notre feuille de route du point de vue budgétaire à l'horizon 2027 n'était pas nécessairement crédible, qu'on n'est pas sûr de revenir à 3% ou en dessous, légèrement en dessous de 3% pour 2027. Donc nous avons des problèmes avec nos finances publiques, mais en même temps, c'est le cœur de votre question, face au Covid, face aux conséquences de la guerre en Ukraine, la flambée des prix de l'énergie, etc., ouais. Bon, il a fallu tout lâcher, c'est le quoi qu'il en coûte. Et donc, le quoi qu'il en coûte, c'est très difficile de le remettre en cause du jour au lendemain, surtout dans une période d'inflation. Parce que si l'État français est intervenu pour limiter les prix de l'énergie, c'est pour éviter ou limiter la flambée inflationniste. L'inflation, elle reste encore à des niveaux trop élevés. Et vous avez vu comme moi que quand jeudi, la Banque Centrale Européenne, on va en parler, a commencé à baisser son taux directeur d'un quart de point. Vous lisez un peu les explications de Mme Lagarde et le contenu de la conférence de presse. La BCE est très prudente pour l'avenir. C'est vrai. Ce que je voulais dire, c'est que par rapport aux États-Unis, qui sortent effectivement des IRA, des enveloppes massives, et ce qui permet de nourrir la croissance américaine, on a des plans, et Mme Ursula von der Leyen en a effectivement mis un au point, mais est-ce qu'il ne faut pas à nouveau des plans de relance européens ? On a vu qu'on peut le faire depuis le Covid. Non mais attendez... J'ai salué le plan de 750 milliards d'euros au moment du Covid, la première année du Covid en 2020. Là, vous faites la comparaison avec les États-Unis qui est intéressante, parce que, certes, ils n'ont pas les critères de Maastricht, ils ne sont pas dedans. Et puis, ils ont un facteur que nous n'avons pas, lié au privilège du dollar. C'est-à-dire que, jusqu'à preuve du contraire, tant que le monde accepte des dollars, ils peuvent s'endetter. Alors, je pense qu'ils vont trop loin. Et on va le voir. Je pense que la dette américaine, publique, externe, va finir par atteindre des limites difficiles à supporter, malgré les privilèges du dollar. Mais ils possèdent des marges de manœuvre que nous n'avons pas. C'est vrai que dans l'actualité importante, c'est cette baisse des taux jeudi dernier. L'économie européenne va un petit peu moins mal que prévu. C'est un petit peu en résumé le message envoyé par la BCE en ramenant son taux sur les dépôts de 4% ramené à 3,75%. Et alors, en même temps, on constate une forte croissance de la productivité, ralentissement des investissements, pénurie de compétences, politique industrielle publique aux États-Unis, Chine, qui font qu'il y a encore à veiller à ce que la production industrielle en Europe soit un petit peu fortifiée. Et comme vous le dites, encore beaucoup d'inquiétudes. Mais enfin, c'est tout de même la première baisse depuis 2019. Donc ça marque un tournant. Bah écoutez, on l'attendait. La preuve, c'est que ça n'a pas tellement fait bouger les marchés. C'était dans les cours, c'était dans les taux. La BCE est prudente. Je pense qu'elle a raison de l'être parce que, par exemple, si vous prenez les chiffres du mois de mai dans la zone euro, l'inflation en moyenne dans les 20 pays de la zone euro est encore à plus de 2,6%, alors que la BCE, comme les banques centrales des pays avancés, veut revenir à 2% d'inflation. Et ça va peut-être être plus long. Moi, ce qui m'a frappé quand je regarde ce qui a été dit jeudi par la BCE et à la BCE, au fond, on vous explique qu'on n'est même pas sûr de revenir à 2% l'année prochaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on raisonne 2026. Donc la BCE va être prudente parce que l'inflation n'est pas suffisamment retombée. Il y a une augmentation des salaires. Il y a le fret maritime, avec ce qui se passe dans la mer Rouge. Le canal de Suez est de moins en moins emprunté. Les bateaux font le tour de l'Afrique. Ça augmente les coûts du fret maritime, ça se répercute dans les taux d'inflation. Donc la BCE, je dirais, est légitimement prudente. Et puis elle est prudente, deuxièmement, et dernier point là-dessus, pour un autre facteur qui tient au taux de change. Pour une fois, la BCE prend le lead dans le mouvement de baisse des taux, avant la Fed. C'est vrai. Monsieur Powell a dit du côté de la Fed qu'il verrait peut-être à l'automne une première baisse. Bon, et la BCE est prudente parce que le fait de baisser les taux dans la zone euro, alors que la Fed, pour l'instant, n'y touche pas, ça peut avoir pour conséquence de faire baisser le taux de change de l'euro par rapport au dollar. Alors, pour l'instant, ça reste marginal, mais la baisse de l'euro par rapport au dollar pourrait contrer la baisse de l'inflation, parce que si l'euro baisse,
ça augmente le coût des importations et c'est un facteur d'inflation dans la zone euro. Donc, on a une prudence, moi, qui me choque pas du côté européen. Ils ont fait ce qu'ils avaient dit. Ils ont baissé d'un quart de point leurs 3 taux directeurs. Je parle de la Banque Centrale Européenne. Maintenant, suite au prochain numéro, et la BCE a raison de ne pas s'engager sur un calendrier pour la suite. Ça va dépendre de ce qui va se passer dans l'été, etc. C'est vrai que la gardienne du dollar devrait maintenir ses taux entre 5,25 et 5,50% cette semaine. Un petit point sur la France quand même. Bruno Le Maire avait dit l'inflation est derrière nous. Il se félicitait d'avoir gagné son pari avec une inflation revenue autour de 2%. Là aussi, il faut beaucoup de prudence. Il faut être prudent parce que je pense que quand il a dit ça, on n'avait pas les chiffres sur l'évolution du coût du fret maritime. Bon, et là, c'est tombé. On n'avait pas les chiffres du mois de mai. Je répète, dans la zone euro en moyenne, 2,6% d'inflation sur 2 mois. En avril, on était à 2,4%. Donc, ça remonte un peu. Il y a des effets de base qui jouent. Donc, moi, je serais prudent. Et puis, on est toujours à la merci d'un choc énergétique. Et on retrouve la géopolitique. Regardez, le Proche-Orient s'embrase du point de vue militaire, politique, etc. Qu'est-ce que va faire l'Iran ? Est-ce que les détroits vont être menacés de liberté des marchandises, des bateaux, etc. Prudent. Alors, point sur les États-Unis, l'économie américaine a créé 272 000 emplois en mai, c'est le dernier chiffre, c'est plus qu'attendu. Donc là aussi, on a l'impression que l'histoire se répète. Oui, il y a eu des crises dans le passé, mais les États-Unis semblent un peu prendre le large face à la zone euro, qui a eu pandémie de Covid, retour de l'inflation, tension géopolitique. Après avoir subi quelques turbulences, l'activité outre-Atlantique rebondit avec une vigueur impressionnante. Où est-ce que le bas blesse ? C'est vrai que l'Allemagne connaît des difficultés, reste très fragile. Et la France s'enorgueillit de ses chiffres de croissance, mais on a du mal à atteindre les 2%. J'ai dit tout à l'heure, pas terrible. Pas terrible. Alors moi, je ne me satisfais pas d'un taux de croissance de 1%. Si on fait cette année, en 2024, 1%, on ne peut pas faire cocorico. Je pense que la comparaison que vous évoquez États-Unis-Europe, elle se porte aussi sur les gains de productivité, sur l'innovation. C'est-à-dire que je pense qu'il y a clairement des gains de productivité du côté américain, parce qu'ils sont beaucoup plus dynamiques que nous en matière d'innovation, de recherche appliquée, etc. Regardez, c'est pas moi qui ai inventé le fait que les GAFAM sont américaines. C'est pas moi qui ai inventé le fait que même si on a des pépites d'intelligence artificielle en France et en Europe, ils ont quand même de l'avance sur nous. Et donc, je pense que ça se traduit par... Dans les performances de croissance, dans un contexte où, vous l'avez dit au début, du point de vue budgétaire, ils ont sans doute plus de marge de manœuvre que nous, compte tenu du rôle du dollar. Bon, là, les taux américains de la Fed sont au-dessus des nôtres. Les taux directeurs de la Fed sont au-dessus des nôtres. Bon, mais il y a un dynamisme américain. Alors, on va voir ce que donne l'élection américaine. On va voir si ce dynamisme... Il se maintient ou pas, quel que soit le résultat de l'élection de novembre, parce que c'est quand même le sujet important pour eux et pour nous. Voilà, je disais en démarrant, l'Europe est une zone de basse pression. Je ne parle pas du Royaume-Uni, qui ne va pas très bien d'ailleurs, mais je parle de l'Union européenne, c'est-à-dire les 27 pays. Voilà, quel pays socle pour relancer la machine ? On le dit, le couple franco-allemand est un petit peu... Le problème de l'Europe aujourd'hui, c'est qu'on a... Si je prends la zone euro, par exemple, les 20 pays, il n'y a pas de locomotive. Voilà. On est tous médiocres. C'est quoi le plan B ? C'est arriver à financer la transition énergétique et écologique dans un contexte où il faut financer beaucoup de choses. L'éducation, la santé, les charges d'intérêt de la dette qui ont quand même pas mal monté, les dépenses militaires avec l'insécurité en Europe. Donc c'est un peu la quadrature du cercle. Moi je compte quand même sur le desserrement monétaire, même s'il va être peut-être plus lent que prévu, qui peut redonner une marge. Et je compte sur l'investissement des entreprises, y compris en matière de nouvelles technologies. Mais ça, c'est pas en 6 mois que vous changez la donne liée
à ce qu'on appelle la croissance potentielle, qui dépend de l'innovation, qui dépend des talents, etc. Je veux dire, on a encore devant nous en Europe des réformes structurelles à faire. C'est vrai qu'on a des belles sociétés européennes, notamment en France et en Allemagne, qui restent très implantées à l'international et qui vont à la conquête de ces marchés étrangers où il y a un petit peu plus de croissance. Merci Christian de Boissieu d'avoir fait ce point difficile au lendemain d'une soirée électorale qui nous a tous surpris. L'euro a un petit peu réagi, enfin pas de panique sur les marchés quand même. Vous dites réagi, c'est la feuille de cigarette, non ? C'est vrai. C'est plus de réaction du côté du landerneau politique. Il faut attendre un peu pour y voir clair. On ne peut pas raisonner au jour le jour quand même. Ouais. Eh bien, en tout cas, merci d'avoir fait le point sur cette économie européenne, un petit peu distancée par une économie américaine qui a des chiffres d'emploi extrêmement forts. En tout cas, la BCE est entrée dans le jeu avec une baisse ce jeudi dernier. On va voir ce que va faire la Fed cette semaine. Merci Christian de Boissieu d'être passé par TV Finance. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée sur TV Finance.